Au début des années 90, la navette spatiale a fait évoluer la nature des missions vers l'orbite basse terrestre. Pourtant, elle semblait être principalement utilisée pour corriger des problèmes dus à la construction bâclée de certains satellites. Quand Discovery rentre sur Terre, après avoir développé le télescope spatial Hubble, il est déjà clair que la mission est un succès, mais que le télescope ne fonctionne pas. À cause d'une erreur de fabrication, ces images sont floues, donc inutilisables. Aussitôt, astronomes et ingénieurs s'attellent à la conception d'une mission de réparation. En principe, il est possible de produire une correction optique et de l'installer sur le télescope. Pourtant, personne ne sait s'il est possible de mettre cette idée en application. À l'époque, la nouvelle navette destinée à remplacer Challenger est bientôt terminée. Baptisée Endeavour, elle présente plusieurs innovations. Sa première sortie sera une mission de maintenance. En 1990, le satellite de communication Intelsat 6 est bloqué sur une orbite basse terrestre. L'équipage d'Endeavour doit récupérer le satellite et lui attacher un nouveau propulseur afin de l'insérer sur une orbite géosynchrone. Avant la mission, les astronautes se sont formés pendant 12 mois dans le centre de recherche 0G de la NASA. La navette est dotée de nouveaux équipements pour cette mission très spéciale. Le premier vol d'Endeavour a lieu en mai 1992. L'orbiteur rattrape rapidement le satellite récalcitrant Intelsat et les experts entament la procédure qu'ils ont minutieusement chorégraphiée. Il est prévu que Pierre Thuot se poste à l'extrémité du bras robotisé pour saisir l'appareil à 180 millions de dollars avec une tige de préhension. Mais la lente rotation du satellite de 4 tonnes rend cette tâche impossible, et en le touchant, Thuot lui imprime un mouvement tridimensionnel plus complexe. Il abandonne cette première tentative et l'orbiteur est éloigné à bonne distance. Une fois que l'équipe au sol est parvenue à stabiliser le satellite, 3 astronautes pénètrent dans le sas. Le commandant Dan Brandenstein approche l'Endeavour à proximité de l'Intelsat et parvient à reproduire sa rotation. Puis, au cours d'une sortie dans l'espace de plus de 8 heures, les astronautes parviennent à saisir l'objet spatial avec leurs mains. Cet exercice n'a pas pu être répété, car il n'a été imaginé que quelques heures auparavant. La nature versatile de la navette et les possibilités d'adaptabilité rapide qu'elle offre à l'équipage ont permis de sauver le coûteux satellite. Le système de transport spatial vient de gagner ses galons pour accomplir des tâches orbitales plus complexes encore. Après lui avoir attaché son nouveau propulseur, les astronautes relancent Intelsat, qui fonctionnera 20 ans encore. Mais la première mission de Endeavour n'est pas terminée. Un exercice destiné à l'apprentissage de la construction en apesanteur est prévu. La NASA souhaite faire avancer son projet de station spatiale. Le premier enseignement de cet exercice concerne le travail des astronautes. Quand leurs pieds sont solidement ancrés, ils peuvent accomplir leurs tâches aussi facilement que sur les simulateurs au sol. Mais sans point d'ancrage, les astronautes en apesanteur doivent sans cesse réorienter leur corps et les temps de travail augmentent. Cette mission a été l'une des plus productives de la navette spatiale. Si l'équipage était capable de capturer et relancer le satellite Intelsat 6, alors il est réaliste de penser qu'ils pourront réparer l'aberration optique d'Hubble, le télescope spatial défectueux. Les techniciens du Centre de vol spatial Goddard s'attellent à la réalisation du dispositif correcteur optique. Ils doivent aussi concevoir une panoplie d'outils spécialisés nécessaires à la réparation du télescope.
les ingénieurs ont dû obtenir leur diplôme de plongée afin de travailler avec les spécialistes dans la piscine géante du Centre spatial Johnson. C'est ici que les procédures de réparation ont été imaginées, essayées et répétées. Les 4 astronautes choisis pour la mission ont passé 11 mois à s'entraîner dans les installations sous-marines de Houston. Aux premières heures du jour, le 2 décembre 1993, Endeavour décolle. L'orbiteur va mettre plusieurs jours pour arriver jusqu'au télescope. La première chose que remarque l'équipage est une déformation sur un des panneaux solaires. Ceux-ci provoquent des vibrations et il faut les remplacer. Alors qu'il survole le Pacifique Sud, le pilote Dick Covey positionne Endeavour à moins de 9 mètres du télescope. L'astronaute suisse Claude Nicollier de l'ESA capture le télescope avec le bras robotisé et le guide vers la soute cargo. 5 sorties extravéhiculaires sont prévues pour réaliser un certain nombre de tâches de maintenance sur le télescope. Story Musgrave et Jeff Hoffman commencent par remplacer les capteurs gyroscopiques déportés qui servent à orienter précisément le télescope. Les portes du compartiment sont difficiles à refermer, mais ensemble, les astronautes parviennent à les remettre en place. Le lendemain, Catherine Thornton et Tom Akers ont pour mission de remplacer les panneaux solaires. Le premier sera ramené sur Terre pour être examiné. Le panneau endommagé est rejeté et s'abîme dans l'atmosphère au-dessus de l'Afrique de l'Est. La navette s'éloigne doucement pour éviter tout risque de collision. Une fois que tous les nouveaux éléments ont été installés, le dispositif correcteur optique est posé. Au cours des 3 jours suivants, le télescope effectue une série de tâches permettant non seulement de vérifier qu'il est réparé, mais également de lui donner de nouvelles fonctionnalités. Après chaque modification, le centre opérationnel du télescope spatial s'assure que celle-ci a bien été prise en compte. La NASA vient d'accomplir une des missions les plus difficiles jamais tentées. Hubble a commencé à produire les images en lumière visible les plus détaillées de l'histoire de la recherche spatiale. Et ces observations ont bouleversé notre compréhension de l'univers. La première femme pilote de la NASA fait route vers Mir, la station spatiale russe. Au début des années 80, la NASA a un problème. Après le désastre de Challenger, c'est le concept même de navette spatiale qui est remis en question. Pour la NASA, le système de transport spatial n'était qu'une étape vers la réalisation de la station spatiale. Mais ce projet n'a jamais été financé et la raison d'être de la navette n'a toujours pas été concrétisée. En 1993, la Russie post-soviétique et les États-Unis signent un accord de coopération spatiale. En 1975, les capsules Apollo et Soyouz avaient été reliées entre elles. Mais cette réunion, qui n'avait duré que 44 heures, était purement symbolique. Après la guerre froide, la Russie et les États-Unis réalisent qu'ils possèdent chacun quelque chose dont l'ancien adversaire a besoin. La Russie possède Mir, la station spatiale initiée à l'ère soviétique, mais le pays est exsangue. Les États-Unis souhaitent profiter de la grande expertise des Russes sur les avant-postes orbitaux. L'Amérique a de l'argent, mais pas assez pour construire sa propre station spatiale. Le programme Shuttle Mir servira de tremplin à un projet plus ambitieux. En
février 1995, Discovery effectue un rendez-vous spatial avec la station Mir sans pour autant s'amarrer. C'est la première navette à transporter une femme pilote, Eileen Collins. Pendant 4 ans, la navette effectue 11 vols vers Mir et les astronautes américains séjournent cette fois à bord de la station russe. Les navettes permettent aussi de changer les équipes et d'apporter vivres et équipements. Comme c'est encore le cas de nos jours, les astronautes américains sont transportés en orbite par le vaisseau Soyouz. L'astronaute américaine Shannon Lucid va établir le record de durée pour un vol spatial en passant 179 jours sur Mir. Grâce au programme Shuttle Mir, Russes et Américains renforcent leur maîtrise des vols spatiaux à long terme et de la construction de structures orbitales. Mais surtout, ils apprennent à collaborer. Pourtant, des erreurs ont été commises. En 1997, au cours de l'expédition 27, un incendie se déclare à cause d'un générateur d'oxygène en surchauffe et un vaisseau de ravitaillement s'écrase sur la station en essayant de s'y amarrer, provoquant des dégâts considérables. Certaines parties de Mir ont été installées il y a 11 ans. Avec les connaissances acquises au cours du projet, les ingénieurs sont convaincus qu'il est possible de construire une meilleure station, surtout s'il est possible de tirer parti des fonctionnalités uniques de la navette. Le projet de station spatiale Freedom se mue en une collaboration internationale dont le but est de remplacer Mir. La Station spatiale internationale est née. Le mémo, rédigé par la NASA et Rosavia Cosmos, envisage la station comme un laboratoire, un observatoire et une fabrique en orbite basse terrestre. En novembre 1998, une fusée Proton qui embarque le premier module de l'ISS décolle du cosmodrome de Baïkonour. Zarya reçoit bientôt la visite de la navette Endeavour, qui vient attacher une deuxième pièce, un module de type nœud baptisé Unity. C'est la première mission d'assemblage. Au cours des phases de construction suivantes, la plupart des composantes russes sont amarrées automatiquement, tandis que les modules américains et européens sont mis en place au moyen du bras robotisé de la navette. Les membres d'équipage de la navette deviennent des ingénieurs spécialisés en construction orbitale. Les astronautes viennent du monde entier et les cosmonautes russes voyagent désormais dans l'espace aux côtés de leurs pairs américains et européens. En l'espace de 2 ans, l'ISS commence à prendre forme. En novembre 2000, un équipage comprenant 2 Russes et un Américain s'envole à bord d'un Soyouz. La station n'est pas encore terminée, mais les 3 astronautes prennent place à bord et deviennent les premiers résidents de l'ISS. Des navettes et des Soyouz viennent régulièrement apporter des composants supplémentaires pour le laboratoire orbital, ainsi que divers ravitaillements. Le métier d'astronaute évolue. Désormais, il ne s'agit plus seulement de courtes visites. Il faut apprendre à vivre dans l'espace. À cette époque, toutes les navettes ne s'envolent pas pour la Station spatiale internationale. En janvier 2003, la navette Columbia est prête à décoller pour une mission scientifique. Les 7 membres d'équipage doivent conduire une batterie de tests pour la NASA et l'ESA en prévision d'une future mission de recherche à bord de l'ISS. La navette s'élève dans le ciel pour une mission de 16 jours, consacrée exclusivement à la recherche scientifique. Quatre des membres d'équipage effectuent leur premier vol spatial. Alors que les astronautes goûtent aux joies de l'apesanteur, les ingénieurs au sol analysent les données du décollage. Un morceau de mousse isolante s'est détaché du réservoir externe et a percuté la gauche de la navette.
Comme ils ne peuvent rien faire, les ingénieurs décident de poursuivre la mission et restent optimistes. Lors du voyage retour, Columbia disparaît des radars. Au même instant, dans le ciel du Texas, on entend une explosion et des débris commencent à pleuvoir. En réalité, les dégâts sur l'aile de la navette ont provoqué sa destruction. Les sorties extravéhiculaires ont toujours été l'aboutissement de la carrière d'un astronaute. Our nation shares in your sorrow and in your pride. And today we remember not only one moment of tragedy, but 7 lives of great purpose and achievement. Les recherches pour retrouver les débris de la navette Columbia commencent immédiatement. Bien que les ingénieurs aient deviné la raison de ce désastre, ils doivent rassembler chaque fragment de l'épave pour comprendre pleinement la catastrophe. La navette n'est pas condamnée, mais les experts de la NASA soumettent plusieurs recommandations pour l'avenir. Celles-ci sont annoncées par le président des États-Unis au quartier général de la NASA. Our first goal is to complete the International Space Station by 2010. We will finish what we have started. We will meet our obligations to our 15 international partners on this project. In 2010, the Space Shuttle, after nearly 30 years of duty, will be retired from service. En juillet 2005, après une pause de 2 ans et demi, Discovery s'apprête à retourner dans l'espace. Les travaux de conception se sont concentrés sur l'isolant en mousse qui protège les réservoirs externes. De nouvelles procédures de sécurité ont été établies. Les vols s'effectuent désormais uniquement vers la Station spatiale internationale. Ainsi, les astronautes peuvent y séjourner si les ingénieurs soupçonnent que la navette a subi des dégâts. Et chaque phase de vol sera étroitement surveillée. Retour en 1988. C'est Discovery qui effectue le premier vol baptisé Retour dans l'espace après la disparition de Challenger. L'astronaute Eileen Collins commande les 8 membres d'équipage. La mission doit permettre de tester les techniques de réparation orbitale et de ravitailler l'ISS. Dans le centre de contrôle de mission, la tension est palpable. Bien que chaque navette soit conçue pour effectuer une centaine de missions, le rapport de la commission d'enquête Columbia parle d'un vaisseau vieillissant et affirme que les chances de perdre une navette et son équipage augmentent avec chaque vol. Lorsqu'elle arrive à la Station spatiale internationale, Discovery se retourne lentement afin de permettre aux astronautes de l'ISS de l'inspecter, à l'affût de tuiles de protection thermique endommagées. Lors du décollage, les caméras ont encore repéré des débris de mousse isolante qui se sont détachés du réservoir externe. Pourtant, tout avait été fait pour empêcher que cette situation ne se reproduise. Le protocole exige donc que Discovery accomplisse cette manœuvre d'inspection. Le vaisseau déploie également son bras robotisé avant d'inspecter avec une caméra chaque partie du système de protection thermique. Les travaux sur la station peuvent reprendre.
Toutes les missions scientifiques prévues, ainsi que les dernières missions de maintenance d'Hubble, avaient jusque-là été annulées en raison des risques. Chaque mission inclut désormais des sorties dans l'espace de longue durée. Les astronautes vivant à bord de l'ISS, comme les membres d'équipage de la navette, s'entraînent au laboratoire de flottabilité neutre de la NASA. Les spécialistes de mission passent des années à répéter une tâche spécifique qu'ils n'auront l'occasion d'exécuter qu'une seule fois. Après la mission Retour dans l'espace de Discovery, les navettes continuent l'assemblage de la station. Mais presque aussitôt, la communauté scientifique américaine manifeste son mécontentement. Le télescope spatial Hubble a cruellement besoin de pièces de rechange, des nouveaux capteurs de guidage, des nouveaux gyroscopes et des batteries. Les astronomes de la NASA font pression sur le Congrès pour que soit autorisée une dernière mission de maintenance du télescope. En octobre 2006, le nouvel administrateur de la NASA, Michael Griffin, parvient à surmonter les questions de sécurité et annonce une dernière mission pour réparer Hubble. Une décision inspirée. 3 mois plus tard, l'ACS, Advanced Camera Survey, pièce maîtresse d'Hubble, tombe en panne. Grâce aux travaux de l'ISS, la navette voit son rôle élargi. En plus des tâches de construction orbitale, elle sert aussi à transporter les cosmonautes russes et des astronautes européens, tandis que les Américains voyagent en orbite à bord du Soyouz. L'ISS commence à prendre forme. Chaque nouvelle technique testée lors d'une mission est considérée comme standard pour la mission suivante. Une nouvelle réplique a fait son apparition dans le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA. Un équipage entier a été affecté à la réparation d'Hubble pour cette mission d'adieu. En 2009, Atlantis fait route vers Hubble. Après 5 sorties dans l'espace, le télescope a été complètement remis en état. L'instrument le plus précieux de la recherche spatiale est prêt à reprendre du service. En juillet 2011, Atlantis a été la dernière navette à décoller. Elle a apporté des fournitures et des pièces détachées à l'ISS. Et après un vol de 12 jours, Atlantis est revenu pour terminer sa carrière dans un musée, aux côtés des autres navettes de la flotte.